Voici le réservoir modifié. L'arrivée des gaz d'échappement se fait par le tube du dessus. Et ici, la sortie des gaz d'admission. Le buller se compose d'une tige en cuivre percée à son extrémité. Le nombre de trous dans le buller est important, car il permet d'avoir la pression adéquate dans le réacteur. Ce système permet une bonne volatilisation du mélange essence-eau. On va maintenant installer la tige centrale du réacteur. On va se servir d'un outil pour la centrer au mieux. Nous avons installé ici une valve anti-retour. Cette valve est très importante car elle permet de ne pas avoir de pression de retour du réacteur, ce qui pourrait le faire exploser. Nous allons maintenant étudier un cycle du réacteur en partant des gaz d'échappement. Ces gaz sont acheminés par un tube en cuivre jusqu'au réacteur. Ils passent en sens inverse des gaz d'admission. Une partie est alors évacuée par le pot d'échappement. La manette permet de réguler la pression et la quantité des gaz qui sont acheminés vers le buller. La pression de ces gaz fait buller le réservoir. Le bullage permet d'obtenir un gaz volatile composé de 25% d'essence et de 75% d'eau. Cette valve peut permettre de rajouter un deuxième réservoir, ce qui permettrait de séparer l'essence et l'eau. Les gaz d'admission passent dans la chambre interne du réacteur, autour de la tige centrale en acier. Nous retrouvons ici la valve anti-retour qui nous permet de faire accélérer ou décélérer le régime moteur. Les gaz sont ensuite acheminés à l'ancienne entrée du carburateur. Lors de la première utilisation, il est important de roder la tige centrale. À cet effet, nous allons utiliser une boussole afin de placer le réacteur dans l'axe terrestre nord-sud, les gaz d'admission devant s'acheminer vers le nord. Nous allons maintenant démarrer le moteur. Le réglage de la manette des gaz est très important, car sans cela, il va être impossible de démarrer. On peut observer ici le phénomène de bullage. On peut presque le tomber, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu veux, monte le mouchoir plus bas. Vas-y, montre-le. Nous avons tout d'abord mesuré le taux de pollution du groupe électrogène dans son fonctionnement normal à l'essence. Nous observons en moyenne que le taux de monoxyde de carbone, l'élément le plus polluant, est d'environ 4%. Le dioxyde de carbone représente 5% des rejets de gaz.
Il est à noter que nous avons effectué ces mesures à plein régime, car le moteur est moins polluant. Les mesures sur le groupe électrogène modifié ont été effectuées à bas régime, car le garagiste nous avait alors spécifié que les mesures de pollution se font de manière à obtenir les taux maximum de pollution. Le taux de monoxyde de carbone, en moyenne de 0,25%, est 17 fois moins important. Le taux de dioxyde de carbone ne représente en moyenne que 3% des rejets, soit 40% de moins qu'avec le moteur originel. La mesure des particules par million établit le nombre de particules polluantes ou nocives dans un échantillon d'1 million de particules. La moyenne mesurée avec le moteur transformé est presque 2 fois plus importante qu'en fonctionnement normal. Il faut se rappeler que les deux mesures n'ont pas été effectuées lors de régimes moteurs similaires. Après la première utilisation du moteur, si le rodage a bien été effectué, nous pouvons observer, à l'aide d'une boussole, que la tige centrale est magnétisée, sauf à ses deux extrémités, sur 1 ou 2 cm. Ce phénomène s'illustre très bien ici, grâce à la boussole, qui nous indique le pôle magnétique nord de la tige. La boussole nous permet ainsi de déterminer la quantité de tige à éliminer afin d'améliorer le rendement du réacteur. De plus, les taux de pollution avec le groupe électrogène modifié pourront être fortement réduits en améliorant le réacteur, en ajustant précisément la pression des gaz et les mélanges avec l'air. Le lifter est alimenté par un transformateur haute tension. Ici, un écran de télévision qui permet d'obtenir un courant de 30 000 kV. Un condensateur est un élément composé de 2 armatures conductrices séparées par un milieu isolant. Ici, l'air qui emmagasine les charges électriques. Le fil de cuir du dessus représente le pôle positif du condensateur, la jupe inférieure, le pôle négatif. Le réseau de fils de cuir formant le pôle positif du condensateur est alimenté par ce fil, relié à la borne positive de la télévision. Les fils de cuivre font le tour du lifter et épousent la forme de la partie centrale. Le point suivant de la maille est important, car les 3 fils qui en partent sont soumis à un fort potentiel électrique. Ici, le fil provenant de la borne négative de la télévision est relié à la jupe en aluminium. Il est important que la charge soit bien répartie tout autour du lifter. Autrement dit, l'espacement entre les 2 pôles du condensateur doit être précis et régulier. Le vol est possible et stable lorsque la distance séparant le fil de cuivre de la jupe en aluminium est correctement évaluée et qu'elle est régulière. 3 fils rivés sur le sol sont accrochés au lifter pour éviter qu'ils ne prennent trop d'altitude et arrachent ses câbles d'alimentation.